aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Samedi, c'était journée book club. J'ai enfin revu mes copines. On a passé une journée ensemble toutes les quatre. Et ça faisait du bien parce que ça faisait quand même un très long moment qu'on ne s'était plus vu. Donc j'ai passé une excellente journée. D'autant plus, j'ai reçu quelques petits cadeaux pour mon anniversaire. Donc voilà, je ne vais pas bouder mon petit plaisir. Et dimanche, j'ai lu une bonne partie de la journée. Ça faisait plaisir d'être à la maison et d'avoir un petit moment pour soi. Mais si vous voulez en savoir plus au niveau de mes petits cadeaux, de mes petits achats également parce que je suis passée en librairie aujourd'hui et donc j'ai forcément acheté quelques petits bouquins, je vous parle de tout ça dans mon précédent vlog que je vous mettrai comme d'habitude juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. N'hésitez pas à aller le voir, cliquez là sur le petit i. Et donc du coup, après vous avoir présenté donc les différents livres que j'ai achetés, les différents livres que j'ai reçus, je vous ai également parlé de ma lecture en cours. Ma lecture en cours qui est L'horloger de Jérémie Classe. Ah là là. Si vous avez vu le précédent vlog, vous savez un petit peu ma détresse par rapport à la lecture de ce livre. Mais je vais commencer par le résumé pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog précédent. Shame on you. Ouais, pourquoi? Faites les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Allez voir le précédent vlog si ce n'est pas encore fait pour connaître un peu l'évolution de mon désarroi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je suis désespérée quand je vous parle de ce bouquin-là? Donc, de quoi ça parle? On va suivre donc Jacob Dreyfus, qui est un journaliste qui a infiltré pendant plus d'1 an un réseau de néo-nazis aux États-Unis et il a réussi du coup à défaire ce réseau, voilà, à faire arrêter les têtes pensantes et quelques petits soldats de ce réseau de néo-nazis. Il a également gagné le prix Pulitzer suite à ça, mais malheureusement, il s'est attaqué quand même à des personnes qui ne manquait pas de ressources et qui était quand même très vindicative parce qu'il en a payé le prix cher, on a attaqué sa famille et sa femme s'est faite assassiner. Donc du coup, Jacob rejoint le programme de protection des témoins. Voilà, il va vivre 10 ans, loin de tout, avec une nouvelle identité. Et puis, tout d'un coup, le malheur frappe à nouveau autour de sur sa famille. Voilà, il y a pas mal de personnes qui... notamment son fils, qui décède. Et donc, Jacob va devoir un petit peu... Alors, on va dire que le programme de protection de témoins, donc ce que moi, je dirais, si je devais faire le résumé personnel de ce livre, c'est que du coup, le programme de protection de témoins continue, en fait. Donc, on remarque que son identité est un petit peu fuitée, etc. et tutti quanti. Et donc, du coup, on continue le programme de protection des témoins. Donc, on va le bouger d'endroit, on va le protéger, etc. et tout. Mais ce que nous dit la 4e de couverture, c'est que du coup, face au sort qui s'acharne contre sa famille, Jacob n'a plus qu'une option, de proie, devenir chasseur et découvrir qui se cache derrière cette machination aux ramifications tentaculaires qui opère sous la férule du mystérieux horloger. Voilà, d'où le titre, l'horloger. Sauf que, mes amis, moi j'en suis là. Page 332 sur 542, je pense. 3 sur 543. Donc il me reste, très précisément, 111 pages. D'accord? On est d'accord. 111 pages. J'en ai lu 332. Eh ben le Jacob, il est toujours pas devenu chasseur, hein? Ah ben non. Non. Jacob n'a qu'une option, de proie devenir chasseur. Il l'est pas encore, alors qu'il y a 332 pages de passé. Bordel, c'est long. C'est long, c'est très long. Si vous me suivez quand même depuis pas mal de temps sur cette chaîne, vous savez que moi et les narrations tirées en longueur, les narrations lentes, extrêmement descriptives, que ce soit d'un point de vue de la description des paysages ou des personnages ou de la psychologie, etc. De base, c'est pas trop mon truc. De temps en temps, ça m'arrive de me plonger dans un roman comme ça. Je vais pas les noter 19, 20 sur 20, c'est clair et net, mais parfois je passe quand même un bon moment, on va pas se mentir, où je me dis voilà, c'est un peu long, un peu tiré en longueur et tout, mais ça fait le taf. Sauf que là, j'en peux plus. Je n'en puis plus du tout. C'est laborieux. Franchement, c'est laborieux. Je trouve que la plume de Jérémie Classe, elle est
finalement pas désagréable. Alors au début, j'avais eu un petit peu de mal, elle m'avait rendu un petit peu sceptique sa plume parce que je l'avais trouvée quand même, je vais pas dire vulgaire, mais plutôt graveleuse. J'avais trouvé aussi que elle avait un côté un peu, c'est ce que je disais dans mon précédent vlog, un petit peu franchouillard, mais je sais pas du tout comment expliquer mon ressenti. Vous savez, un petit peu ce langage bon vivant, quoi, voilà, où alors oui, il y a quand même, on voit qu'il y a un vocabulaire riche qui est utilisé et que c'est pas non plus, voilà, c'est pas un vocabulaire basique, simple, basique, hein, comme dirait Orelsan. Il y a quand même de la recherche au niveau du vocabulaire, au niveau de la syntaxe, etc. Mais dans l'ambiance générale, je trouve que c'est un côté très franchouillard. Je trouve que c'est un côté très... ouais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? J'avais trouvé un synonyme, mais bon, bref, j'ai oublié. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un côté un peu naturel en un sens, ou en tout cas à la bonne franquette. Je sais pas. Bref, vous m'aurez compté un côté un peu franchouillard, voilà. Et finalement, ça m'avait un petit peu désarçonné au début, surtout que j'ai rencontré l'auteur en personne et j'ai un petit peu discuté avec lui, donc on n'a pas non plus parlé pendant des heures et des heures, mais j'avais vraiment l'impression que c'était quand même quelqu'un qui avait enfin, je trouvais qu'il avait une certaine éloquence, en fait, qui parlait bien, etc. Et du coup, de voir comment il écrit, ça m'a un petit peu... Voilà, mis en compte. Enfin, j'étais là, hein, je sais pas, la plume de l'auteur n'est pas à l'image que j'avais de lui. Ça veut peut-être rien dire cette phrase, mais bon, j'espère que vous avez compris. En tout cas, enfin voilà, en ayant rencontré l'auteur, j'avais pas l'impression qu'il écrivait ainsi. Donc déjà ça m'a désarçonné. Et ce côté un petit peu franchouillard continue en fait dans tout le bouquin. Il y a toujours ce côté graveleux, surtout quand on est en compagnie des méchants. C'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est pas non plus le genre de plume qui me plaît énormément, surtout quand c'est un petit peu... voilà, quand ça dure un petit peu. Là, vu que c'est que quand on croise les méchants, c'est-à-dire de temps en temps, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même relativement condensé, donc j'étais un petit peu désarçonnée, je m'étais dit, oula, j'espère que ça va pas continuer comme ça. Heureusement non, ce côté graveleux est mis rapidement de côté, mais en revanche, cette plume un petit peu bonne franquette, elle continue. Après, finalement, ça va, franchement, ça passe. Il faut passer au-dessus, en fait, clairement. Et moi, je suis arrivée à un stade où ça me dérange pas. Ça donne un côté un petit peu original, je trouve, à la narration. Donc, écoutez, pourquoi pas, c'est un parti pris et why not. Mais par contre, ce que je reproche à la plume de l'auteur, c'est qu'elle est extrêmement descriptive et qu'il y a surtout beaucoup de passages, je trouve, qui ne servent à rien. Vraiment, il y a parfois dans les chapitres comme ça, en fait, les chapitres sont extrêmement longs. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Mais en fait, on va avoir... je vais trouver. Voilà. Vous voyez, là, je suis au chapitre 10. Chaos, là, plutôt. Et en fait, bon, je sais pas quand est-ce qu'il s'arrête, le chapitre 10. C'est vraiment extrêmement long. Voilà. Chapitre 11, il est là. Chapitre... On n'a rien vu. 332. Bon, j'ai enlevé le marque-page. Je le remettrai après. Donc, voilà. Ça, c'est le chapitre 10, page 255. Chapitre 11, page 371. Donc, vous voyez, les chapitres, ils sont quand même relativement longs. Mais en fait, chaque chapitre est découpé par petites parties comme ça. Donc là, on va avoir Grâce, juillet 2019. On va continuer. Là, on va avoir des petites lignes, puis ensuite, voilà, un autre passage avec soit un autre personnage, soit, enfin bref, ça dépend, ou un saut temporel d'une nuit ou de quelques heures, etc. Enfin bref, ça dépend. Mais donc voilà, on a à chaque fois des petits sous-chapitres en fait dans les gros chapitres. Donc les chapitres en eux-mêmes sont longs, les petits sous-chapitres pardon, sont un petit peu plus courts. Bon, ça dépend, il y en a parfois qui font une page, il y en a parfois qui font... Ah, ça s'arrête. Quelques pages, peut-être une dizaine, enfin bref, c'est assez varié. Donc il y a quand même un côté de narration rapide. En tout cas, au début, ça m'avait beaucoup choquée au début de ce roman parce que je trouvais qu'on passait beaucoup de personnage à un autre personnage, de partie à partie, enfin voilà, on sautait beaucoup du coq à l'âne en très peu de temps. Ça m'avait un petit peu désarçonné. Là, au plus on avance dans le roman, au plus on est fixé sur les personnages et donc au plus on peut passer de longs sous-chapitres avec eux, dépendamment de ce qui leur arrive. Parfois, comme je l'ai dit, c'est un tout petit passage, parfois c'est un petit peu plus long.
Mais du coup, enfin c'est... je sais plus ce que je voulais dire par là. Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, il y a parfois des petits sous-chapitres comme ça, surtout les hyper courts, même parfois les un peu plus longs en fait. Il y a parfois des sous-chapitres comme ça. Je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire dans la narration générale. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire générale, quoi. Et surtout, enfin, la seule chose que ça apporte, c'est de la longueur au roman et voilà. Mais ça n'apporte pas plus de suspense, ça n'apporte pas plus de mystère, ça n'apporte pas plus d'informations sur les personnages, ça nous livre pas quelque chose qui pourrait nous faire oh, mais non. Vous voyez un peu parfois cette double narration où nous on va suivre les méchants et on va apprendre des trucs sur les méchants ou sur les victimes et on va apprendre des trucs sur les victimes, mais que les policiers eux ne savent pas. Et donc du coup il y a cette double narration qui nous met en tension parce qu'on a hâte que les policiers découvrent ce que nous on sait. Vous voyez un petit peu ces narrations croisées comme ça, qui ajoutent vraiment de la tension, du suspense, etc. à l'intrigue. Là, ces petits passages, c'est même pas ça. C'est juste nous décrire ce que fait un bonhomme, nous décrire ce que fait un autre bonhomme, nous décrire... Enfin bref, je trouve que il y a des passages comme ça qui ne servent à rien et qui du coup, l'intrigue est déjà très tirée en longueur, vraiment très tirée en longueur. Et en plus, si tu rajoutes à chaque fois ces petits passages, l'intrigue est encore plus tirée en longueur. Et franchement, pour quelqu'un qui, comme moi, n'aime pas les narrations longues et tirées en longueur, du coup, c'est quand même un long chemin de croix à parcourir pour terminer ce roman. Hein. Pour vous donner une idée, en fait, l'information, enfin, comment dire, la majorité de ce qui est dit sur la 4e de couverture et de ce que je vous ai dit dans le résumé que j'ai un peu fait moi-même, en fait, ça n'arrive pour la majorité des choses que à partir de la page 200-230. Et donc du coup, en fait, de devoir attendre 200 pages pour qu'il y ait enfin de l'action, pour qu'il y ait enfin un peu de tension, et pour qu'il y ait enfin une réelle, une réelle explication de toute l'histoire, je trouve que c'est extrêmement long. Alors oui, on pose le contexte, alors oui, on explique comment on en est arrivé là, mais est-ce que ça valait la peine de mettre 200 à 230 pages de contexte, d'explication, etc. pour que le suspense commence enfin et pour que ce qui donne envie sur la 4e de couverture arrive enfin. Et comme je le disais, ici je suis à la page 332, le fait que Jacob va devenir chasseur, on n'y est pas encore. Allez, on a dépassé quand même, je sais pas, je suis à quoi, à 60% du bouquin là ? Un des éléments qui donne envie sur la 4e de couverture, c'est toujours pas arrivé. Et donc je trouve qu'en fait, dans ce roman, il y a vraiment un manque de rythme, un manque de suspense, un manque de tension. Et c'est trop tiré en longueur, c'est trop. C'est un peu décevant parce que j'avais quand même pas mal de copines qui m'avaient bien vendu ce bouquin en me disant qu'elles avaient beaucoup aimé. Elles n'avaient pas aimé la fin. Toutes, vraiment. C'est vraiment chacune est d'accord à ce sujet. La fin est pas terrible, mais l'histoire pour arriver à la fin était quand même relativement prenante et hyper agréable et hyper addictive. Moi, personnellement, je trouve pas trop. Je suis un peu déçue à ce point de vue-là parce que je pensais vraiment kiffer autant que mes copines. Puis finalement, voilà, non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai sorti au mauvais moment ou alors je ne sais pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense clairement que c'est un style et une narration qui ne me convient pas. Et voilà, c'est un peu dommage, mais par contre, j'ai envie d'arriver au bout de ce bouquin. J'ai envie de le terminer. C'est un petit peu, vraiment un chemin de croix. C'est un petit peu complicado, mais je vais mordre sur ma chic parce que j'ai vraiment envie de continuer ce livre, de savoir comment on arrive à cette fin, pourquoi cette fin elle est décevante, pourquoi mes copines ne l'ont pas aimée, quel est le parti pris également de l'auteur par rapport à cette fin, parce que je pense clairement que cette fin a un certain parti pris, et donc voilà, j'ai envie de savoir. Mais voilà, je vais devoir vraiment serrer les dents parce que c'est pas oufissime et je vais pas mentir, je prends pas beaucoup de plaisir à retourner à ma lecture et à dévorer ce livre, malheureusement. Alors désolée pour Jérémie Classe, vraiment, parce que c'est un premier livre, c'est son premier roman. Et je suis, voilà, en plus l'auteur est méga sympa, donc ça me fait quand même quelque chose en fait de le critiquer dans la négative, de ne pas l'aimer, voilà. Clairement, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon voilà, c'est comme ça et je préfère être totalement transparente ici dans ces vlogs. Je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram, c'est d'être honnête. Quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas. Enfin voilà, je suis assez honnête, je suis tout le temps honnête, mais voilà, ça me fait un peu de la peine, vraiment.
Mais je peux pas non plus dire, enfin vous mentir et dire que j'aime alors que pas du tout, enfin ce serait pas du tout constructif et voilà. Bref, donc voilà pour ma lecture en cours. Là aujourd'hui on est mercredi, à l'heure où j'ouvre le vlog. Demain je suis en télétravail, donc ce soir après avoir mangé je vais me faire un petit bain, je vais me faire une routine skincare. Et comme vous le savez, j'aime bien accompagner ma petite baignade d'une lecture. Et donc du coup je vais avancer sur l'horloger, j'espère lire au moins une bonne centaine de pages. Ainsi demain peut-être que je pourrai entre mon heure de midi et avant mon cours de japonais me caser aussi peut-être une centaine voire cinquantaine de pages à voir, mais en tout cas j'espère que je terminerai ce roman assez rapidement, au plus tard samedi, au plus tard ce week-end, mais j'espère ne pas me le traîner plus longtemps, enfin voilà, j'espère l'avancer au plus vite, et de toute manière, ben vous saurez quoi dans les prochains rushs, donc je vous dis à plus tard. Je sors de mon bain, j'ai terminé l'horloger. On en reparle demain. On en reparle au prochain rush. Hello, c'est vêtu d'un nouveau petit pilou-pilou que je viens, comme convenu, vous faire mon avis final sur l'horloger de Jérémie Classe. Ah bah j'ai pas aimé cette lecture. J'ai vraiment pas aimé pour 3 raisons principales. La première c'est les personnages, la deuxième la narration et la troisième la fin. Ah, voilà, je vais expliquer un petit peu en détail, mais bon, c'était complicado sur ces 3 points-là. En revanche, s'il y a quand même quelque chose de positif à dire sur ce bouquin, parce qu'il y en a finalement, c'est quand même la plume de l'auteur. Je vous l'avais expliqué dans le précédent vlog et dans le précédent rush, il me semble. Je vous avais dit que au début, oui, la plume m'avait un petit peu désarçonnée, je l'avais trouvée un petit peu différente des autres livres que j'ai l'habitude de lire, entre graveleux et franchouillard. Bon, j'ai toujours pas trouvé de meilleurs mots pour la décrire, hein. Mais voilà, bref. J'avais été un petit peu désarçonnée, mais finalement, je trouve que la plume est un gros point fort de ce livre. Une fois qu'on a passé la surprise première, on s'habitue quand même vachement au style d'écriture et ça en devient véritablement agréable. Ça en fait un livre à part entière, je trouve. Et mine de rien, même s'il y a ce côté franchouillard où voilà, c'est écrit, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, il y a quand même une utilisation d'un vocabulaire quand même soutenu. Il y a quand même du beau vocabulaire qui est utilisé, il y a des mots, je vais pas dire compliqués, mais c'est vrai que le niveau de plume est quand même relativement soutenu. C'est pas non plus un essai philosophique, c'est pas non plus une grande littérature avec des envolées lyriques, littéraires et tout ça, mais il y a quand même une utilisation de vocabulaire, ouais, de vocabulaire assez poussé, je trouve. Donc, in fine, il y a un peu une dichotomie entre cette plume, le ton que l'auteur donne à son écriture, et puis le vocabulaire, la syntaxe, etc. utilisée. Finalement, je trouve que c'est vraiment un point positif de ce bouquin. C'est un peu, voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu bizarre, c'est un peu... Enfin voilà, moi en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir déjà lu une plume comme celle-ci, et je trouve que ça en fait véritablement un point fort. Et donc voilà. Sinon, parlons de ce que moi personnellement je n'ai pas aimé dans le bouquin. Donc je vous l'ai dit, en premier lieu, les personnages. Donc on va suivre principalement Jacob, hein, qui va lui arriver plein de malheurs, et Solane. Bernard Solane, voilà, qui est du coup l'agent de police qui est mis à la disposition de Jacob dans le programme de protection des témoins. Voilà, alors ce que je dis ici, c'est pas du tout un spoil, hein, on le comprend très vite, et de toute manière, c'est un peu expliqué sur la 4e de couverture, donc voilà, c'est pas véritablement un spoil. Autant Bernard Solane, je l'ai trouvé intéressant, c'est un bon flic français, il a pas beaucoup de style, il est en revanche très pointilleux sur tout ce qui est la bonne bouffe et la bonne boisson, il adore le vin, il est, comment dire, alors il est pas œnologue, mais il a quand même des notions en œnologie. Ça, je pense, ça fait raccord avec l'auteur lui-même, parce qu'il me semble que l'auteur apprécie également le bon vin et qu'il est... enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a de bonnes connaissances en œnologie.
Lui, je l'ai trouvé relativement chouette. C'est pas non plus le meilleur flic des romans policiers, mais lui, je l'ai trouvé chouette. En revanche, Jacob... Alors, c'est censé être le personnage de cette histoire, c'est censé être le malheureux de cette histoire, c'est censé être la personne que l'on soutient, avec qui on entre en empathie, à qui on souhaite un happy ending. Un happy ending, pardon. C'est quelqu'un qu'on suit du début à la fin et on doit véritablement... je trouve qu'on devrait entrer en empathie avec cette personne, qu'on devrait le suivre dans ses malheurs et espérer des bonnes choses qui lui arrivent. Quand il lui arrive des mauvaises choses, on devrait véritablement se sentir mal pour lui, etc. Or, je trouve que c'est un personnage tellement insipide qu'il n'a aucun intérêt. S'il n'était pas là dans l'histoire, si, in fine, il n'y aurait pas eu d'histoire, mais franchement, comme personnage principal, je trouve qu'il a aucun intérêt, quoi. Vraiment, il est pas agréable à suivre, il est un peu mollasson, il lui est arrivé des trucs dingues dans la vie, on est d'accord, sa femme est morte, son fils est mort, etc. D'accord, ouais, ça peut en choquer plus d'un, ça peut en transformer plus d'un, c'est clair. Mais quand même, là, on est quand même dans un roman, on a envie que les personnages principaux que l'on suive soient quand même des personnages attachants, avec un certain charisme, qu'ils soient, comme on est destiné à les suivre du début à la fin, qu'ils soient intéressants en fait à suivre. Alors ça peut être dans les deux sens, ça peut être un personnage totalement caricatural, ça peut être un personnage totalement détestable, ou ça peut être un personnage totalement attachant, bien évidemment, il y a un prisme relativement large au niveau des personnages qui sont agréables à suivre. Mais là, clairement, moi, j'ai pas trouvé d'intérêt dans ce personnage. Il m'a saoulée du début à la fin. Et vraiment, je ne comprends pas. Il a également une femme qui gravite dans son entourage. Elle aussi, ouais, franchement, elle est censée peut-être rattacher un peu humainement le lecteur au personnage de Jacob, mais finalement, je trouve qu'elle fait pas du tout le taf. Vraiment, j'ai eu du mal à m'accrocher à ce personnage. Les méchants, eux, sont extrêmement caricaturaux, c'est des méchants extrêmement méchants. Est-ce que s'ils sont intéressants à suivre? Moi, personnellement, j'ai pas trouvé. Pareil, j'ai trouvé que les méchants n'apportaient pas grand-chose à l'histoire, à part pouvoir avoir des passages un petit peu plus graveleux, mettre un petit peu plus de gros mots, mettre un petit peu plus de choses salaces, voilà, dans les passages destinés aux méchants. Mais sinon, à part ça, j'ai pas trouvé grand intérêt à suivre ces bonhommes-là. C'est pas... Ouais, je me suis pas du tout attachée... Enfin, j'ai pas du tout accroché aux méchants, j'ai pas du tout compris l'intérêt des passages qui leur sont dédiés. Bref, je trouve que les personnages sont pas ouf dans ce roman, à part, comme je l'ai dit, Bernard Solane. Bernard, hein, c'est bien ça, hein, parce que... Ouais, c'est bien Bernard. À un moment, en tête, j'avais Bertrand, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. À part lui, qui est, somme toute, intéressant, qui va pas non plus marquer mon esprit, hein, ça va pas être un personnage dont je vais me souvenir pendant des lustres et des lustres, mais lui, je trouvais que ça allait, les autres, pas du tout. Voilà. Donc voilà pour le premier point que je n'ai pas aimé, donc les personnages. Deuxième point, la narration. Alors, je sais plus si j'en avais parlé dans le premier rush, mais la narration au début m'avait un petit peu déconcertée parce que je trouvais qu'on passait très très vite du coq à l'âne. Donc en fait, le roman est construit, les chapitres sont relativement longs et sont à chaque fois entrecoupés de très courts sous-chapitres qui font parfois une demi-page, voire une page, 2 pages, et ça peut aller jusqu'à 10-15 pages. Donc voilà, la longueur des sous-chapitres varie quand même, mais en général, ils sont quand même assez courts. Et au tout début, notamment, ils sont tellement courts qu'on saute en fait à toutes les pages un peu du coq à l'âne. Il y a vraiment beaucoup de personnages au début et on saute comme ça à chaque fois de personnage en personnage, on comprend pas trop le lien. C'est vraiment très décousu, je trouve, la narration au début. Moi, ça m'avait un petit peu perturbée. Du coup, j'avais lu la 4e de couverture en vlog et j'avais compris finalement où l'auteur voulait nous mener. Donc, je me suis dit, ok, il y a une certaine logique. Même si moi, personnellement, je n'accroche pas trop à ce style de narration qui perd le lecteur, en fait, dès les premières pages. Moi, j'aime bien que mon attention soit directement happée par le récit. Et là, le fait de sauter trop du coq à l'âne, moi, ça m'avait complètement perdue. En plus, j'avais pas de longue période à accorder à la lecture. Donc, du coup, je lisais 20 pages, puis j'allais dormir, puis je lisais 20 pages le matin.
en prenant le bus, puis je relisais 10 pages le soir. Enfin bref, j'avais pas un rythme de lecture assez soutenu pour pouvoir véritablement raccrocher les wagons hyper rapidement. Vraiment la narration m'avait perdue au début, puis ça allait un petit peu mieux. Je l'ai trouvée extrêmement lente et extrêmement plate jusqu'à la page plus ou moins 200-230. Là, il y a eu enfin de l'action. J'étais ravie parce que ces passages-là, je les ai vraiment dévorés. Pas non plus hyper avidement, mais j'ai pris du plaisir, je vais pas mentir, entre la page 200 et 270, 200, 250, 230, 270, enfin voilà, dans ces environs-là, grosso modo à la grosse fourchette, on va dire, entre la page 200 et la page 270, j'ai pris pas mal de plaisir parce que j'ai trouvé qu'il y avait de l'action, il y avait enfin des rebondissements. Il y avait enfin quelque chose qui se passait, quelque chose d'intéressant, quelque chose en lien avec toutes les questions qu'on se pose depuis le début du roman. Et puis ensuite, une fois, je vais dire, la page 270 passée, l'auteur retombe malheureusement dans les travers du début, donc c'est-à-dire qu'on a énormément de blabla inutile. Alors oui, l'histoire avance un petit peu parce qu'il faut bien arriver jusqu'à la fin et à la conclusion finale, donc il faut bien qu'à un moment donné, elle avance. Oui, elle avance, mais je trouve pas de manière assez soutenue pour quelqu'un qui, comme moi, n'aime pas les narrations lentes, n'aime pas les narrations avec énormément de descriptions et surtout n'aime pas les narrations avec des descriptions inutiles. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de trucs inutiles dans ce roman. Clairement, on aurait pu enlever un bon 200 pages pour condenser le récit et que ce soit beaucoup plus hypant, prenant, avec peut-être rajouter quand même, alors peut-être pas une pincée, peut-être pas un soupçon, ni une cuillère à soupe, mais carrément le pot de suspense. Le pot de suspense et de tension, là on aurait pu aller un petit peu plus généreusement dans la recette de ce roman. Voilà, donc du coup la narration retombe un petit peu dans ses travers. Il y avait quand même quelques passages qui étaient intéressants. Avec des personnages, qu'ils soient gentils ou méchants, enfin alliés ou non alliés, enfin voilà, ça dépendait, mais il y avait quand même des passages qui étaient assez sympas, mais je trouve pas assez nombreux et pas assez longs pour vraiment maintenir mon attention jusqu'à la fin du roman. À un moment donné, je vais pas mentir, au niveau de la narration, j'en avais tellement marre, mais tellement marre, j'ai lu le livre en diagonale. Donc c'est-à-dire, je lisais un paragraphe, je regardais s'il y avait des mots-clés intéressants ou importants pour le récit. Si je voyais qu'il n'y en avait pas, je passais au paragraphe d'après. Je lisais en revanche tous les dialogues, parce que ça, je trouve que les dialogues, c'est encore sympa à lire quand on n'a pas envie de se plonger dans la narration. Je lisais les dialogues, je lisais les échanges entre les personnages. De temps en temps, je lisais un paragraphe quand je voyais qu'il y avait un mot-clé ou quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant pour le récit général. Et puis ensuite, voilà, je passais comme ça de paragraphe en paragraphe en jugeant par moi-même de leur intérêt. Finalement, j'ai bien fait parce que je me suis quand même épargné la lecture de nombreuses pages et j'ai pu du coup terminer rapidement le récit hier soir dans mon bain du coup. Et voilà pour la narration et donc le deuxième point des choses que je n'ai pas aimées. Et on en vient maintenant à la fin du bouquin et donc à ce final de ce livre-là. J'ai pas compris déjà de base. Alors, l'auteur essaye de faire comprendre quel est le lien de tout le début du roman, dans le sens là, de tout le début du roman avec la fin qui nous est expliquée. Il essaye de faire un lien, mais moi j'y ai pas du tout cru. J'ai pas compris comment il était arrivé à cette fin. On est dans un truc, mais un virage, c'est même pas un virage à 360 degrés par rapport à tout le reste de l'intrigue, c'est vraiment une sortie de route, c'est vraiment une sortie de route à la verticale, où on est allé dans les étoiles, bien plus loin que la Lune dans une galaxie lointaine, fort fort lointaine. Vraiment, je n'ai pas compris Alors, c'est un parti pris de l'auteur, certes, ça je suis totalement d'accord, c'est son histoire, il a une raison pour faire ce final. D'ailleurs, la prochaine fois que je le verrai, je lui demanderai pourquoi il a choisi ce final à ce roman. Donc c'est clair, c'est un parti pris, c'est son choix, etc. Mais je trouve que ça n'a aucun lien avec le récit. Du coup, c'est une explication du pourquoi, du comment, de toute l'histoire, et finalement, t'arrives à la fin, t'es... Quoi ? Les bras m'en tombent. Vraiment, heureusement que j'étais dans mon bain parce que sinon je pense que mes bras seraient vraiment tombés. Mais même si je n'ai pas aimé ce bouquin, je n'avais pas envie de le mouiller et de le laisser tomber dans ma petite baignoire, dans ma petite eau de baignade. Mais les bras clairement m'en sont métaphoriquement tombés. Vraiment, j'ai pas compris. Franchement, il y a pas de mots. Il y a même un moment, j'ai trouvé cette fin tellement dans une galaxie lointaine, fort fort lointaine,
que je me suis mise à rire. J'ai vraiment ri. J'étais là, un rire limite hystérique, en refermant le bouquin et en faisant... Next, pardon. Ouais, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et alors, les explications qu'il a données, je les ai trouvées tellement pas crédibles. Bref, vous l'aurez compris, une fin qui ne m'a pas du tout convaincue. Alors là, pour le coup, la fin restera dans ma mémoire. Franchement, j'aime bien parler en fin d'année, quand je fais un bilan de lecture, de mes lectures marquantes. On va pas se mentir, celui-là, il va être dans mes lectures marquantes de 2025. Je pense que c'est un livre dont je vais me souvenir de l'histoire et de la fin très très longtemps, mais pas pour la bonne raison. Pas parce que j'ai aimé et que c'est un coup de cœur ou une très très bonne lecture, mais au contraire parce que, voilà. Mais bon, ça fait partie aussi, c'est ça aussi les lectures marquantes, et c'est pour ça que moi je préfère parler de lectures marquantes plutôt que de coups de cœur ou de... Enfin voilà, quand je parle de mes lectures, quand je parle de mes lectures de l'année dans mes bilans lecture, parce que, en fait, finalement, la lecture nous marque de différentes façons. Elle nous marque dans le positif, dans le négatif, dans les émotions, dans tellement de possibilités possibles. Putain, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est question que je n'ai pas aimé ce bouquin, mais malgré tout, c'est vraiment un bouquin qui va rester là, parce que, déjà pour le chemin qu'il m'a fallu faire pour le terminer, mais aussi par cette fin que je... Vraiment, ouais. Ce sera une lecture marquante dans la négative, mais voilà, c'est comme ça la lecture, comme je l'ai dit, ça nous fait plein d'émotions, et il y a comme ça parfois des lectures que l'on n'aime pas et pourtant qui nous marquent et qui nous restent en tête pendant des années et des années, alors que tu te dis mais pourquoi est-ce que je retiens ça alors que voilà, c'est pas quelque chose de positif. Mais finalement, voilà, l'être humain est ainsi fait, et lecture marquante pour moi, l'horloger clairement, mais pas dans le bon côté des choses, vous l'aurez compris. Voilà donc pour mon avis final sur l'horloger de Jérémie Classe. Je vous avoue que je suis triste quand même de ne pas avoir aimé ce roman, parce que je trouve que l'auteur est entre guillemets attachant. Je l'ai rencontré plusieurs fois en salon, il est belge, donc il a vraiment cette chaleur humaine qu'ont les Belges, hein. Voilà, on va pas se mentir, on est quand même des personnes fort sympathiques, hein, nous les Belges, et je le trouve sympa, j'aime bien le suivre sur Instagram, j'aime bien cet homme. Bon, je le connais pas plus que ça, mais j'aime bien le suivre, j'aime bien le rencontrer en salon, j'aime bien discuter avec lui, je trouve qu'il est hyper intéressant, etc. Il a l'air hyper gentil en plus comme monsieur. Et le fait de ne pas aimer son livre, franchement, je suis déçue. Mais voilà, c'est comme ça, et je vais pas commencer à travestir mon avis pour faire plaisir à qui que ce soit, ou tout simplement parce que j'aime bien l'auteur. Enfin voilà, je me sens vraiment triste, je pense que ça se voit. Je me sens mal de ne pas aimer ce bouquin, mais malheureusement, non, je n'ai pas du tout aimé. Je lui ai donné la note de 8/20 sur Livre Addict. Une note très basse, ça va encore, il y a 8 points entre 0 et 8, donc ça va, j'ai encore été sympa dans la négative, mais parce que, comme je le disais, pour moi, il y a quand même un point positif, c'est la plume. J'ai vraiment trouvé que la plume était très agréable, très chouette, assez unique. Celle-là aussi, ce genre de narration, ce genre de plume va me marquer pendant un certain temps, parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas l'impression d'avoir déjà lu ça dans ma vie. Je retenterai peut-être un livre de l'auteur, à voir. J'en discuterai avec lui avant de l'acheter pour savoir si c'est dans la même vibe que l'horloger ou pas. Faut pas oublier que l'horloger, c'est aussi le premier roman de Jérémie Classe. Donc je trouve quand même que c'est... déjà sortir un roman, moi je trouve personnellement que c'est une prouesse, on va pas se mentir, et donc peut-être qu'il a les défauts d'un premier roman. J'en avais parlé dans l'un de mes précédents vlogs, mais j'avais échangé avec RJ et Laurie au sujet de son livre Vendetta, et lui il m'avait dit que Vendetta, en fait, il le trouvait également beaucoup trop long, que si c'était lui, il enlèverait 20% du bouquin s'il devait le rééditer ou le refaire à l'heure actuelle. Et en fait il m'avait dit oui, au moment où j'ai écrit Vendetta, en fait je ne pensais pas que j'allais avoir un avenir dans le monde
monde de l'édition. Et donc ce que je voulais, c'était écrire le plus possible. Et donc il a fait des descriptions et des explications à rallonge. Et il m'a aussi dit, voilà, déjà ça, je sucrerai 20% du bouquin. Et aussi avec l'expérience, avec ces années et années de lecture derrière moi, j'ai appris à dire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de mots. Et donc peut-être que c'est pourquoi l'horloger, en tout cas moi, ne me plaît pas au niveau de sa narration. Je trouve qu'elle est beaucoup trop longue, beaucoup trop de passages inutiles. Peut-être que avec le temps, Jérémie Classe va avoir le même discours que R.J. et Laurie, donc en se disant oui, mon premier roman, finalement, il avait les défauts d'un premier roman, où il y avait des choses, j'aurais pu les dire en beaucoup moins de mots, où j'aurais pu retirer certains passages. Qui sait? Je ne sais pas. J'en discuterai peut-être un jour avec l'auteur pour savoir pourquoi autant de descriptions fort peu pertinente, je trouve, pour le récit final. Mais bon, voilà, écoutez, grosso modo, enfin même en long, en large et en travers, parce que ça fait 20 minutes que je discute là-dessus, donc de mon avis sur l'horloger de Jérémie Classe. Alors bien évidemment, ça n'est que mon avis. Comme je vous le dis, la littérature est tellement subjective, on peut vraiment aimer tout et son contraire. Donc si il vous tente, allez-y, franchement, je sais très bien que certaines personnes râlent toujours quand on dit ça en disant « Ah, mais tu critiques un livre et puis finalement tu dis aux gens, lisez-le si vous voulez. » Bah oui, lisez-le si vous voulez. Je vais pas vous dire « Non, bannissez-le, brûlez-le. » Non, 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 pas du tout. Moi, je suis juste là pour donner un avis. Et puis vous, si vous avez envie de ne pas m'écouter, allez-y. Et puis, tant pis si vous aimez pas, je vous aurais prévenu, écoutez. Non, mais voilà, j'ai pas envie de vous dire « Va des rétro satanas pour lire ce bouquin. » Bien évidemment, qu'il a des points positifs, bien évidemment qu'il a des lecteurs qui sont totalement réceptifs à la narration, à l'histoire et peut-être même au final. Donc franchement, si ça vous tente, allez-y, il a des points positifs, comme je l'ai dit, il y a la plume, et si vous aimez bien les narrations extrêmement descriptives, extrêmement lentes, etc., et qui, si pour vous, les descriptions qui n'ont rien à voir avec le récit, les descriptions un peu inutiles, ça vous dérange pas et vous aimez bien parce que c'est pas la rapidité, l'attention, etc. que vous cherchez dans un roman, franchement, allez-y, faites-vous votre propre avis. Voilà, comme je l'ai dit, je suis pas là pour bannir ce livre de toutes les bibliothèques, je suis juste là pour donner mon avis et peut-être vous orienter dans le choix, mais aussi peut-être dans le choix de le lire ou dans le choix de ne pas le lire. Voilà, écoutez, les informations sont données, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'en ai terminé enfin avec ce bouquin. J'en suis ravie, on va pas se mentir. Et du coup, quand je l'ai terminé, il était quand même déjà relativement tard. Mais étant donné que j'étais en télétravail aujourd'hui, je pouvais me permettre d'aller dormir un soupçon plus tard que d'habitude. Et j'avais donc envie de lire autre chose pour me changer les idées. Pour faire une transition peut-être un petit peu plus agréable entre le moment où j'ai terminé mon bouquin et l'état de sommeil. Voilà, j'avais besoin de me changer les idées. Enfin, franchement... vous avez vu de toute manière dans le petit rush juste avant mon état hier soir. Et donc du coup, j'ai sorti une petite BD de ma palle, une BD qui a été aussi vite sortie que lue. C'est un Quick et Fluke de Hergé, chacun son tour. Donc c'est le 5e tome des intégrales comme ça de Quick et Fluke. Vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs vlogs, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. C'est les deux héros de Hergé, donc les deux garnements bruxellois, qui font plein de bêtises, qui font un peu tourner chèvre l'agent 15, qui est ce policier-là, qui font des bêtises voulues, qui font des bêtises pas voulues. Parfois, ils veulent faire des choses avec la meilleure intention et puis ça tourne mal. C'est aussi des récits qui... parfois certaines situations c'est aussi un petit peu sorti de la réalité, dans une galaxie lointaine, fort lointaine, pour reprendre la même métaphore que j'ai dit tout à l'heure, mais moi j'aime bien, c'est un humour un peu daté certes, voilà, c'est une BD qu'il faut remettre dans son contexte, dans les années 30 il me semble, mais voilà, moi j'aime bien, ça fait le taf avec moi et ça a fait surtout le taf de me faire rire, de me faire passer un bon moment et de passer un bon moment de transition entre ma dernière lecture et le moment où j'allais dormir. Donc voilà, c'était vraiment une lecture très pertinente pour moi. Voilà donc pour un petit update lecture.
Le prochain livre que je vais lire, c'est un manuscrit. J'ai déjà préparé ma Kindle avec le manuscrit dessus. Un manuscrit que je lis donc pour le comité lecture de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Donc je ne pourrai pas vous en parler étant donné que j'ai signé un contrat de confidentialité. Mais j'essaierai quand même de placer quelques petites lectures par-ci par-là pour vous faire un dernier petit update lecture. Voilà, avant la conclusion de ce vlog ce week-end ou lundi. Écoutez, bah voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui en tout cas, et je vous dis donc à plus tard. Je vous retrouve pour conclure cette semaine de vlog d'une manière un petit peu plus positive qu'elle n'a commencé, hein, clairement, parce que j'ai terminé ce mois de décembre sur de très bonnes notes et j'en suis ravie, vraiment. Et donc du coup pour conclure ce vlog, j'ai un petit update lecture à vous faire, 3 livres à vous présenter, 3 livres qui ont été de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures. Donc je suis ravie de ne pas passer toute cette semaine à râler sur un bouquin, à critiquer un bouquin négativement. Je vais terminer sur une note positive et ça fait plaisir. Alors, la dernière fois donc que je vous avais parlé, c'était jeudi. J'avais terminé donc L'Horloger de Jérémie Claes. Je vous avais présenté également ma petite BD Quick et Flupk. Je ne sais même pas pourquoi je fais un rappel, parce qu'en fait c'est pour moi que je fais le rappel, parce qu'il y a quand même des jours qui séparent les deux rushs, mais pour vous il y a juste quelques secondes qui séparent ces rushs. Mais bon, soit, vous me pardonnerez de répéter ce que j'ai dit juste avant. Et en fait, j'ai un petit peu continué sur ma lancée. J'ai commencé le manuscrit que la maison d'édition, donc le Héron d'Argent, m'a envoyé. Mais étant donné que j'ai signé un accord de confidentialité, je ne peux pas vous parler de ce livre, bien évidemment. Sachez juste que j'ai bien avancé ce week-end. Pas autant que je l'aurais espéré, mais j'ai quand même pas mal avancé. Mais avant de me plonger dans ce manuscrit, j'avais envie de continuer sur ma lancée de lecture de BD. Et j'ai sorti de ma palle vendredi soir pour m'accompagner pendant toute ma soirée. J'ai sorti une BD du chat de Philippe Geluck, donc ici le chat Erectus, qui est le 17e tome. Oui, j'ai quand même une belle collection, mine de rien. J'en suis donc au 17e tome. Alors Philippe Geluck, c'est un humoriste belge, il est connu pour son chat, il est connu pour son humour assez fin, mais quand même parfois un petit peu graveleux, un petit peu borderline, politiquement correct, sexuellement correct, etc. C'est parfois un petit peu beauf, c'est parfois un petit peu... Voilà, c'est... un humour qui ne peut pas, enfin qui je pense ne plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas je suis très réceptive à l'humour de Philippe Geluck. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce tome, alors je sais pas de quand il date, parce que il y a souvent en fait, Philippe Geluck fait également des gags autour de l'actualité. Et là, il y avait plusieurs petits gags à l'intérieur de ce livre dont je n'avais pas du tout la référence, je n'ai pas du tout compris. Et je vous avoue, j'ai pas cherché à comprendre non plus. J'avoue, j'aurais pu sortir mon téléphone et chercher sur internet un petit peu le contexte de la blague pour mieux la comprendre. Mais je l'ai pas fait. Donc voilà, donc il y a eu quelques petits sketchs que je n'ai pas compris. La BD est sortie en 2012. Oui, ça date quand même, hein. Ça date, ça fait 13 ans du coup que cette BD est sortie, bientôt 14, parce qu'on est bientôt en 2026. Et je ne sais plus ce qui se passait à ce moment-là. C'était au tout début que j'étais à l'université, en 2012. J'étais
entre ma première bac et ma deuxième année de bachelier, donc voilà, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, à part deux petits sketchs, deux, trois petits sketchs que je n'ai pas compris parce que j'avais pas la ref, le reste m'a bien plu, j'ai trouvé ça drôle. Il y a vraiment des gags qui m'ont bien fait rire cette fois-ci, d'autres m'ont fait un peu lever les yeux au ciel parce que c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu gros, c'est un petit peu facile, c'est un petit peu borderline, voilà, comme je l'ai dit, soit politiquement parlant, soit sexuellement parlant, soit d'un point de vue féminisme, tout ça, voilà, c'est un humour très particulier, mais moi j'aime beaucoup et j'aime bien aussi cette manière d'avoir des sketchs relativement courts qui bah voilà, sont lus assez rapidement et on passe comme ça d'un sketch à l'autre. J'aime beaucoup ce genre de petites BD où on pluque en fait par-ci par-là, deux, trois trucs. C'est assez sympa, on peut reposer la BD, aller faire quelque chose, je sais pas, cuisiner, prendre un apéro, puis ensuite la reprendre, la continuer. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien de temps en temps sortir une BD de Philippe Geluck. C'est déjà peut-être la troisième que je vous présente ici dans ces vlogs. Mais en tout cas, moi j'ai une belle collection, enfin je les lis dans l'ordre, donc voilà, j'ai 17, enfin j'ai 16 BD que j'ai lus juste avant. Moi j'aime bien, je suis très réceptive et de temps en temps en fait ça me fait plaisir de sortir cette BD. Ça fait une bonne coupure je trouve entre deux romans plus sérieux ou entre deux lectures plus sérieuses ou plus sanglantes, peu importe, ou de déception ici également. Et bah, ça me fait du bien voilà, de temps en temps. C'est une petite bulle de fraîcheur en fait pour moi les BD de Philippe Geluck. J'aime bien, ça me fait rire, ça me détend, ça me... Voilà, et c'est pas très prise de tête en fait. On sait que quand on sort une BD comme celle-ci, on ne va pas être plongé dedans pendant des heures. On va, comme je l'ai dit, voilà, pouvoir la fermer et vaquer à d'autres occupations. Et de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, je l'avais sortie vendredi. Et sinon, j'ai commencé par quoi? Est-ce que j'ai commencé par une autre BD ou par le... Non, j'ai lu d'abord ça. Oui. Samedi soir et dimanche, j'ai lu ce livre, donc qui est un tout petit bouquin, c'est en fait une petite nouvelle de Luis Sepulveda, qui est un auteur donc chilien, qui a écrit donc Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. Et ça, c'est un livre que m'avait recommandé ma copine Sophie. Alors non pas ma copine de book club pour une fois, mais ma copine d'université. Donc je suis allée chez elle fin septembre, donc elle habite dans la région de Liège. J'avais été chez elle et bah, à chaque fois qu'on va l'une chez l'autre, on regarde nos bibliothèques, on se recommande des livres, on sort en librairie, etc. Et quand on avait été en librairie, elle m'avait montré ce livre-là. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous faire un petit contexte. En fait, on est toutes les deux sur Livre Addict. Et sur Livre Addict, si vous êtes sur donc, ce site internet qui permet de suivre vos lectures, vous avez la carte des auteurs lus. Et donc cette carte, c'est une carte du monde et dès que vous lisez un auteur d'un pays, ce pays se colore en bleu et le bleu devient de plus en plus intense au plus vous lisez des auteurs de ce pays-là. Donc moi par exemple la France ou les États-Unis, c'est bleu bien foncé parce qu'en France j'ai peut-être déjà lu 80-90 auteurs différents. Mais par contre, je n'avais pas le Chili. Et donc, grâce à ce livre, grâce à la recommandation de ma copine Sophie, j'ai pu débloquer la carte du Chili qui est maintenant en bleu ciel sur ma carte des auteurs lus sur Livre Addict. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous l'ai dit, on est toutes les deux sur Livre Addict et en fait, on a toutes les deux une petite obsession. C'est de débloquer en fait le plus de pays du monde possible avec nos lectures pour pouvoir avoir cette carte du monde qui devient toute bleue parce que donc elle est blanche de base et puis les pays, donc comme je l'ai dit, deviennent bleus et on a un peu ce souhait, cette envie, cette obsession de débloquer tous les pays du monde en lisant des livres donc de pays le plus variés possible. Et donc à chaque fois qu'on se voit, on parle de cette fameuse carte Livre Addict. Et comme Sophie, elle a une culture littéraire qui est beaucoup plus vaste que la mienne, elle a plein d'auteurs de nationalités différentes et donc c'est souvent elle qui me recommande des auteurs pour pouvoir débloquer des pays un petit peu cocasses sur ma carte des auteurs sur Livre Addict. Et donc là on parlait de cette fameuse carte, on était tombé en librairie sur donc le livre de Luis Sepulveda, pardon, et elle m'avait dit tiens, un auteur chilien pour ta carte Livre Addict. Et moi je dis ouais, trop bien, parce que je n'ai pas encore débloqué le Chili sur cette carte et en plus elle avait beaucoup aimé ce livre, elle me l'avait fortement recommandé. Il est tout petit, c'est vraiment une petite nouvelle, hein. Il fait même pas...
c'est ce que j'allais dire, même pas 80 pages, 79 pages très exactement. Et elle avait beaucoup aimé et donc elle me l'a prêté quand je suis allée chez elle. Elle l'a sorti de la bibliothèque de sa maman et elle me l'a donc prêté pour que je puisse le lire. Et bah, elle avait raison de me recommander cette histoire. Bon déjà, oui, il y a un petit chat sur la couverture et dans le titre. Et donc, de quoi parle ce livre? Eh bien, ce livre va parler d'un chat et d'une souris qui deviennent amis. Voilà, vous y attendiez pas du tout, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, on va suivre Mix, qui est le chat de Max. Et bah en fait, voilà, on va suivre donc ce Max qui est un humain, qui travaille, etc. et tout. Il a un chat qui s'appelle Mix. Et malheureusement, un jour, on découvre que Mix est aveugle et il ne voit plus rien, mais oui, enfin, il est aveugle, quoi. Et un jour que Max est parti travailler, Mix va sentir la présence d'une petite souris qui, alors je ne sais plus par quel concours de circonstances ils se rencontrent. Mince, j'ai déjà oublié. Mais bon, bref, il va croiser le chemin de la souris. La souris va être un petit peu en panique parce que bah, forcément, elle croise un chat et donc elle pense que sa dernière heure est venue. Et puis finalement, en fait, Mix va lui dire, bah non, il n'a pas d'intérêt de la tuer. D'autant plus que cette souris, elle loge tout en haut de la bibliothèque et que elle, cette souris, n'est pas aveugle. Et donc, du coup, ben, elle va pouvoir décrire à Mix les choses qui se passent à l'extérieur de l'appartement, décrire ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ils vont conclure comme ça un espèce de petit pacte où le chat va permettre à la souris d'accéder à de la nourriture succulente qui se situe dans les armoires donc de Max, et en contrepartie, entre guillemets, la souris décrit au chat ce qui se passe à l'extérieur et tout. Et donc c'est une petite fable, en fait, une petite nouvelle comme ça qui explique l'histoire de ce chat et de cette souris qui deviennent amis. Et cette souris va recevoir également un nom. Il va la baptiser Mex. Voilà. Et Max... Donc on a Max, Mix et Mex. Max va découvrir un jour la présence de cette souris dans son appartement, mais il ne va pas s'en offusquer, il va laisser la souris vivre avec son chat. Et alors c'est très beau, il y a une scène à un moment sur le toit parce que Mix, quand il voyait encore, il montait en fait dans la salle de bain, il y a une trappe qui mène au toit et il arrivait à se balader sur le toit, etc. Mais depuis qu'il ne voit plus, il ne peut plus accéder à la toiture et donc une fois que la souris et lui ils sont devenus amis, la souris va l'aider à monter sur le toit et va un peu lui décrire ce qui se passe. Et alors la petite fable, la nouvelle se conclut sur la souris qui rêve de voler et le chat qui lui dit bah ok, dis-moi où est le toit, dis-moi à quelle distance de chat l'autre toiture est située, je suis à quelle distance du bord, etc. Et en fait on comprend que le chat, donc Mix, va prendre Mex sur son dos et grâce à ses indications va sauter, voilà, jusqu'au toit de l'autre bâtiment. Et donc on va voir comme ça une souris voler dans le ciel. Enfin, c'est vraiment mignon, c'est vraiment poétique, c'est vraiment bien écrit. Je trouve que c'est une jolie fable sur un peu une amitié insolite. C'est beau, c'est mignon, c'est tout doux, ça se lit vite. J'ai pas grand chose à dire en fait parce que juste ces mots ça décrit un petit peu cette histoire. Je trouve ça vraiment touchant. Quand on aime les animaux, quand on aime les chats, bah forcément on ne peut que être séduite par cette petite fable. Et je trouve que en plus c'est joliment illustré. Là, le livre que m'a donné Sophie a vraiment des très très belles illustrations en noir et blanc comme ça. Là, c'est Mix qui protège l'appartement d'un voleur. Voilà, on a Max qui découvre un peu le poteau rose avec Mix qui vient manger ses petites flocons d'avoine ou je ne sais plus quoi. Et donc, c'est vraiment joliment illustré, c'est vraiment très très beau. Voilà, et ça se passe à Munich, l'histoire. C'est marrant d'avoir un auteur chilien qui écrit une histoire qui se passe à Munich, mais d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a un épilogue. Quelques mots à propos de cette histoire, c'est plus qu'un épilogue. Il disait qu'il avait vécu avec son fils, je pense, à Munich. Oui, c'est ça. C'est son fils Max qui a adopté le petit Mix à la Société de protection des animaux de Munich. Et donc, voilà, c'est un peu inspiré de sa famille, quoi. Et ça se passe du coup à Munich et donc il parle du chat en fait que son fils a adopté. Donc je trouve que ça ajoute une autre dimension au récit quand on sait que c'est basé sur des
personne réelle, mais une histoire totalement inventée parce que bah voilà, là le chat parle mais le chat ne parle pas, les souris ne parlent pas, etc. Donc c'est quand même très romancé, mais je trouve que ça donne une autre dimension au récit de se dire que bah voilà, c'est inspiré d'un vrai chat, du fils, etc., de leur relation. Et je trouve ça trop mignon, en fait, de montrer un petit peu le bonheur et la relation, en fait, entre les humains et les animaux entre eux. Enfin, voilà, c'était vraiment une lecture toute douce, toute mignonne, qui fait passer vraiment un bon moment, qui est très poétique, qui fait vraiment du bien. Je l'ai lu en fait dimanche matin dans mon lit, j'étais là, à moitié encore endormie, j'avais besoin de douceur pour m'immerger dans ce monde de fous. Non mais voilà, vous savez un petit peu cette sensation le matin, quand vous vous réveillez, quand vous êtes encore dans votre lit, quand vous avez besoin d'un slow morning, euh, d'un peu de douceur, pas de brutalité, mais pour vraiment immerger tout en douceur. Je l'avais commencé le samedi soir et je l'ai terminé du coup le dimanche matin et c'est vraiment la petite lecture douce, la petite lecture bonbon qui fait vraiment du bien pour immerger comme ça un dimanche matin et commencer sa journée du bon pied, en douceur, en chaleur humaine, en chaleur animale, enfin bref, c'était vraiment une très très chouette lecture et je suis ravie du coup, grâce à elle, d'avoir passé un bon moment lecture et d'avoir en plus débloqué ma carte du Chili sur la carte des auteurs sur Livre Addict. Voilà donc pour mon avis sur cette petite fable slash récit poétique slash nouvelle. Et alors, dimanche soir, j'avais pas envie de continuer mon manuscrit. Voilà, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie de lire une BD. J'avais envie de terminer une autre histoire que j'aime énormément. Et si vous avez vu mon précédent vlog, vous savez que j'ai été faire un peu de shopping la semaine dernière et j'ai ramené avec moi 2 romans et une BD. Et cette BD, c'est le 4e tome du Château des Animaux, donc de l'Ep et d'Horizon. Donc 4e tome, Le Sang du Roi aux éditions Casterman. Et c'est donc l'ultime tome de la saga, le dernier, la conclusion de cette histoire. Ah, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Donc pour rappel, le Château des Animaux, nous sommes dans un univers en fait où les hommes ont déserté un château dans lequel il ne reste plus que les animaux. Le 4e de couverture nous dit poules, chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la tâche pour le prestige du président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La dictature et la terreur règnent, à moins que certains animaux ne décident d'entrer en résistance. Voilà, donc on a Silvio, qui est ce taureau qui sème la terreur dans le château des animaux, qui lui vit la belle vie, clairement, champagne, nourriture à volonté, chauffage et tutti quanti, pendant que les autres animaux se tuent à la tâche et en plus de ça doivent payer une fortune pour pouvoir accéder à de la nourriture ou à du bois de chauffage et vivre un petit peu dans des conditions misérables. Et un jour, il y a un petit rat qui va arriver et qui va mettre un petit peu dans la tête des animaux que ce n'est pas normal en fait de vivre ainsi et qu'ils ne sont pas obligés de se laisser faire parce que les animaux disent ouais mais ok mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait, on est beaucoup trop faible face à cette milice de chiens, ce gros taureau, etc. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour se sortir de cette situation quoi? Et donc ce petit rat va semer une petite graine dans l'esprit des animaux en disant en fait vous pouvez faire la révolution, vous pouvez en tout cas montrer votre désaccord à la dictature, mais vous n'êtes pas obligé de vous battre. En fait, vous pouvez faire une révolution non violente. Et c'est ainsi que cette graine va germer et va donner naissance à une très belle fleur, à une très belle marguerite, qui donc est la révolution non violente que les animaux du château des animaux va commencer à mettre en place pour renverser le pouvoir et en tout cas espérer un petit peu de justice dans ce monde. Voilà, donc ici c'était la conclusion de l'histoire, donc le point final à cette histoire. Il y avait dans le tome 3, ça s'est terminé sur un événement qui est... Je vais pas trop vous en parler, je vais pas vous spoiler parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent ici qui ont envie de découvrir cette saga, donc je vais pas rentrer dans les détails, vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler. Mais en fait, voilà, il y a eu un petit peu la tension à vraiment monter au fur et à mesure des tomes. Et le tome 3 terminait sur une conclusion où on se dit « Ah, trop hâte d'avoir la suite !»
La suite est enfin arrivée. Et donc là, on a en fait donc, ce qui est mis en place par rapport à l'événement de la fin du tome 3. D'autres rebondissements qui se passent. Et enfin, la conclusion finale de cette histoire. Et je vais pas mentir, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Alors la conclusion vraiment finale, un poil rapide. Je suis un peu... Alors, je vais pas dire déçue parce que c'est pas vrai du tout. Je suis véritablement satisfaite par la conclusion de cette histoire. Mais la conclusion finale, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus tirée en longueur. Alors, c'est dingue, hein, c'est moi qui dis ça. Alors que pendant toute la première partie du vlog, je vous disais, mais cette histoire, en parlant de l'horloger de Jérémy Classe, est longue. Il peut pas abréger. Là, je vous dis, j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors c'est une BD, bien évidemment, le rythme est complètement différent, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la conclusion était vraiment un petit peu trop rapide à mon goût. J'aurais bien aimé peut-être, pas beaucoup, hein, mais peut-être 4 à 8 planches supplémentaires pour amener un petit peu plus en douceur ce point final. Mais sinon, à part ça, tout le reste de la BD, c'était trop bien. J'ai trouvé que c'était... Le scénario était intelligent, ça a été intelligemment amené, ça a été intelligemment raconté. Les dessins, je vous en parle même pas, c'est d'une beauté, Et il y a encore eu je pense que c'était dans le tome 1 où il y avait eu quelque chose qui m'avait vraiment serré le cœur. Et là, encore une fois, dans ce tome 4, on a eu ce moment d'émotion qui m'a fait monter les larmes aux yeux. On est tellement en tension, on est tellement avec ces animaux, on les soutient tellement, on est tellement derrière eux. Ça fait 4 tomes qu'on les suit, ça fait 4 tomes qu'on voit leur galère, tout ce qu'ils mettent en place pour vraiment avoir leur liberté et pour vraiment avoir un peu plus de justice dans ce monde qui est totalement injuste. Et voilà, il se passe des choses, je trouvais ça très très beau et en même temps très émouvant. Et il y a eu un moment vraiment où les larmes me sont montées aux yeux, où j'ai cru vraiment que j'allais verser une petite larme, mais non. Elles sont restées dans mes yeux, mais ça m'a serré le cœur. J'avoue, je suis un peu en colère sur le scénariste à ce point de vue-là. Voilà, c'est vraiment où tu te dis... enfin bref, je vais pas m'étaler parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de trop en dire non plus pour vous donner l'envie vraiment de découvrir cette saga parce qu'elle vaut vraiment le coup, elle est trop bien. Mais bref, j'ai passé un excellent moment en lecture. Elle est quand même relativement épaisse. Elle fait presque 100 pages, hein, je pense. Elle fait combien de pages? Oui, 93 pages. Voilà, c'est quand même une grosse BD. J'ai mis tout dimanche soir à la lire. Je l'ai lu d'une traite. Vraiment, je n'aurais pas su m'arrêter. C'était prenant. Comme je l'ai dit, le scénario était... Globalement, hein, le scénario est très intelligent. La thématique est très intéressante. Les dessins sont magnifiques. Mais là, je trouve vraiment dans ce tome-ci... C'était trop bien. C'était vraiment, comme je l'ai dit, un super bon scénario, des très bons rebondissements, des très bonnes questions, encore une fois, qui ont été soulevées, des chouettes thématiques. C'était vraiment brillamment raconté, brillamment rapporté. Et alors, les illustrations, voilà, je vais vous montrer vite fait, peut-être au début. Mais c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Et toujours aussi avec cette colorimétrie particulière en fonction des endroits où on se trouve. Voilà, quand on est dans la cour du château, c'est beaucoup plus gris. Dès qu'on est dans les champs, c'est beaucoup plus vert. Dès qu'on est avec dans l'endroit où les animaux dorment, dans leur étable, écurie, enfin bref, là où tous les animaux de la ferme qui travaillent dur vivent, c'est toujours dans les tons un petit peu jaunâtres comme ça. Enfin, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Les personnages sont magnifiques aussi, là, les petits veaux avec les petits chatons, c'est trop beau, franchement. Et je trouve que le dessin est vraiment d'une beauté. Tous les animaux ont leurs caractéristiques et il arrive, le dessinateur, à vraiment transmettre les émotions par les yeux, par les mimiques des personnages. Enfin, vraiment, il a un talent monstre pour transmettre les émotions. On voit directement quand un personnage est énervé et triste et un peu apeuré. Enfin, vraiment, bref, c'est vraiment des dessins magnifiques. J'aime beaucoup la mise en couleur. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le scénario. Enfin, bref,
c'est trop bien. Vraiment, je ne peux que vous recommander de lire cette saga de BD. C'est en 4 tomes, ça se lit vite, c'est hyper intéressant. Donc pour rappel aussi, c'est vrai que ça je vous en ai pas parlé en introduction, mais c'est inspiré de La ferme des animaux de George Orwell. Mais c'est voilà, c'est inspiré, mais c'est pas copié. Et la thématique centrale, donc ça j'en ai parlé, c'est la révolution non violente. Et en fait, ils se sont inspirés des réelles révolutions non violentes qui ont existé dans l'histoire. Donc par exemple la révolution de Gandhi ou à la révolution de Martin Luther King par exemple, ou à la dictature, à l'oppression, on répondait en fait tout simplement par des actions, mais sans brutaliser les autres, sans sortir des armes, sans taper sans taper, sans tuer, sans faire exploser des choses, non, juste répondre en fait avec intelligence à la brutalité de ce monde. Et du coup, voilà, ils se sont inspirés de tout ça pour ce château des animaux et raconter donc cette histoire avec cette thématique extrêmement forte. Et voilà, c'est vraiment trop trop bien. Et alors, en parlant de Gandhi, il y a justement un clin d'œil directement fait à Gandhi. Donc c'est le petit rat hein, que je vous ai dit qui est arrivé dans le château des animaux pour semer la petite graine de la révolution non violente. Et ce rat qui s'appelle Alézar, je pense, si je dis pas de bêtises. Attendez, parce que là ça va être technique. Voilà, ce rat-ci, eh ben, lui est inspiré directement de la figure de Gandhi. Donc on le voit notamment par ses habits et par ses lunettes hein, et son bâton. Voilà, ça c'est vraiment une inspiration directe de Gandhi. Voilà, bref, écoutez, je pense que j'ai parlé en long, en large et en travers de cette BD, peut-être avec un discours un petit peu décousu, mais je vais pas vous mentir, depuis que je l'ai terminée, elle m'habite un petit peu cette BD. J'ai mon cœur qui s'est véritablement serré à un moment donné, je suis vraiment très satisfaite de cette conclusion. C'était beau, c'était vraiment une chouette histoire quoi. Et en fait les personnages principaux, donc il y a Miss B donc qui est le chat, il y a César qui est un petit peu son acolyte qui est un lapin, enfin un lièvre. Je trouve que c'est des personnages hyper intéressants, hyper touchants. Ils vont rester très longtemps dans ma mémoire, ces deux personnages-là. Et on a aussi un petit peu d'autres personnages qui sont un peu plus secondaires, mais qui ont tout autant leur importance dans l'histoire. Notamment, vous savez, dans cette révolution non violente, on a un petit peu la figure de proue, donc qui est Miss B, qui est la chatte, qui, elle, du coup, doit un peu rester irréprochable. Et pourtant, on sent que derrière elle, il y a cette frustration de la part des personnes qui sont dans son camp, hein, mais qui sont vraiment frustrées parce qu'en fait c'est dur de prendre sur soi et de faire une révolution non violente alors qu'on en prend plein la figure depuis des années et en fait on n'a qu'une envie parfois, c'est juste de prendre les armes, nous aussi, ou des arbres, hein, si vous êtes assez fort, allez-y. Ça peut faire une bonne massue, mais de prendre les armes nous aussi et de en fait répondre à la violence par la violence, parce qu'à un moment donné, merde, on en a ras-le-bol, et parfois c'est plus rapide, ou en tout cas certains pensent que c'est plus rapide de prendre les armes et de lutter de la même façon. C'est clair qu'une révolution non violente prend plus de temps, ça grignote un petit peu plus sur les nerfs, ça demande un petit peu plus d'avoir la tête froide, de mordre un petit peu plus sur sa chic, de prendre sur soi, d'avoir cette intelligence sociale en fait voilà, d'avaler les choses et de dire non, allez-y, faites ce que vous voulez, moi je ne répondrai pas. Et pourtant, il y a quand même dans les partisans du même camp des personnes peut-être qui vont craquer, qui vont en avoir marre, ou psychologiquement parlant, c'est très dur pour eux. Et donc on a aussi cette thématique en fait qui est abordée dans cette conclusion, c'est un petit peu parfois le ras-le-bol, la compréhension de ok, notre chef, notre figure de proue, donc en l'occurrence Miss B, doit rester irréprochable, mais par contre nous, est-ce que on doit faire pareil? Est-ce que vraiment on doit être irréprochable jusqu'au bout des griffes, jusqu'au bout des sabots, jusqu'au bout de nos petits pieds palmés, ou est-ce qu'on a le droit de faire une petite sortie de route? Voilà, donc cette thématique aussi est bien abordée, je trouve, dans ce roman, donc, dans cette BD.
Donc voilà, à vous de voir si finalement il y a eu des sorties de route, à vous de voir ce qui s'est passé. En tout cas, la couverture nous annonce quand même quelque chose d'assez apocalyptique, hein, d'assez dramatique, parce qu'on voit cette petite Miss B avec un regard horrifié, avec cette teinte qui présage un incendie de grande envergure, hein, vu la couleur. Et voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure, en fait, que le dessinateur arrivait vraiment bien à transmettre les émotions, en fait, cette couverture en est juste la bonne preuve, quoi. Regardez Miss B, regardez comme elle a l'air terrifiée. Et je trouve que cette couverture est glaçante, vraiment. Autant, elle est magnifique, mais elle est glaçante, elle est intrigante. Et quand on sait ce qui se passe dans le roman, on fait tout de suite le lien et bah c'est une très très bonne couverture. Là, les éditions Casterman ont bien choisi. Je trouve que c'est très évocateur et voilà. C'est vraiment... Enfin bref, je pense que vous comprenez hein, un petit peu le contraste par rapport à l'horloger de Jérémie Classe. Là, je ne tarie pas d'éloges par rapport à cette saga. Je ne tarie pas d'éloges par rapport à cette histoire, les dessins, le scénario. Bref, franchement, vraiment, lisez cette saga. Elle est trop bien. Alors je sais que les BD ça coûte cher, là les tomes c'est plus ou moins 20 € pièce. J'en ai parlé notamment avec plusieurs d'entre vous sur Instagram. C'est vrai que les BD coûtent cher, c'est vrai que les acheter neuves c'est un certain budget. Là les fêtes approchent donc peut-être que c'est une bonne idée voilà, de cadeau de Noël pour que votre famille peut vous faire ou vos amis ou peu importe. Ou alors tout simplement vraiment je vous invite à vous les procurer soit en seconde main ou peut-être à les louer à la médiathèque, à la bibliothèque ou que sais-je. Mais vraiment, c'est une saga, je trouve, avec une thématique tellement forte, tellement importante. Et surtout quand on voit le monde actuel hein, et l'actualité, on se dit que peut-être beaucoup plus de gens devraient lire ce genre de BD. Et voilà, bref. Je vais m'arrêter ici parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle. Mais pour moi, ce 4e tome est un véritable coup de cœur. J'ai adoré cette saga. J'ai adoré tous les tomes. Et ce tome-là de conclusion est incroyable. Une très belle conclusion pour une très belle série de BD. Et voilà, c'est sur ce long blabla livresque et ces louanges qui contrastent un petit peu avec mon humeur du début de la vidéo que je conclue cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans ce vlog? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous êtes assez mitigé? Est-ce que vous les avez adorés? Ou alors est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains bouquins? Notamment cette saga-ci. Hein? Écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Pour me soutenir également, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir de semaine en semaine. Et bah du coup, écoutez, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!